on coupe. Pardon. Passons tout de suite. C'est pas trop un navigateur, en effet. Ouais. Merci Totacoco. Merci bien. Alors, passons tout de suite à la deuxième partie. Le main topic, le sujet pour lequel les gens ont voté et qui concerne l'engineering management. Mais avant, est-ce que j'avais un petit truc avant à raconter? Ouais, si, avant un tout petit brin de mais c'est une ligne de commande, mais parce que ça me fait vraiment bien kiffer. J'enregistre là les lives, hein. Ça donne des vidéos de combien de 2 ou 3 gigas sur plus de 2 heures. Et donc, quand on les passe, j'ai cherché un outil pas trop cher, si possible même open source ou gratuit, qui permet d'aller un petit peu, au moins couper une vidéo en deux. Et alors, j'ai demandé aux gens, on m'a passé plusieurs titres de logiciels. Il y avait quoi déjà? Il y a Shotcut, il y a, je sais plus, il y en a quelques-uns, on me les a proposés. Je les ai installés, mais à chaque fois que j'essayais rapidement, la machine, la bécane s'emballe et le logiciel plante. Alors que moi, tout ce que je veux dans la vie, hein, c'est couper une vidéo en deux. Donc la première partie dédiée à la revue d'actu, et la seconde dédiée au topic un peu plus code ou un peu plus Rex. Et c'était compliqué, même d'utilisation, je trouve ça un peu lourdingue. Finalement, au détour d'un... Qui c'est qui m'a donné ça? Ah, c'est Clément. Clément de Pix, Clément Bourgoin, qui m'a proposé une solution un peu brute, mais en vrai, fait trop bien le taf, qui est d'utiliser directement le FFmpeg, qui a qui a un petit logiciel qui est utilisé, une petite lib utilisée un peu partout. Dans tous les logiciels d'édition vidéo. Et donc, on peut installer ce truc-là en ligne de commande. Et donc, en une ligne de commande, on peut facilement, il suffit de faire FFmpeg, de donner l'option à partir de quel moment on souhaite couper. On donne -i pour donner le format dans le fichier en entrée. On raconte la commande qu'on veut exécuter au niveau du codec. Donc là, on veut recopier, bête et méchant. Et -v, je sais plus ce que c'est. Enfin voilà, il y a tout ce truc-là. Il y a juste à prendre tel quel. On va effectuer une recopie vers un fichier qui s'appelle, voilà, on donne un nom d'output. Comme j'ai précisé que le SS, que le temps de départ à partir duquel je vais faire la recopie, il va considérer qu'il va jusqu'à la fin. Et donc en 2 lignes de commande, je suis capable de créer un fichier vidéo de 2 gigas en moins d'1 seconde. Et c'est juste de la folie. Voilà, c'était ma petite découverte. J'ai vraiment bien kiffé. Et ça s'appelle l'atelier du code, donc on partage un petit peu de code. Ça fait toujours un peu plaisir. Tu l'as installé de Shotcut pour la question vidéo et le CC by SA et autres me complètent les 4 points manquants. Ok. FFmpeg, mais voilà. Bref, mon j'ai du FFmpeg, ça marche trop bien. Je me prends vraiment pas la tête. Après, si je voulais faire un truc un peu plus chiadé, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça passe crème. Ok, allez, passons tout de suite au main topic. Engineering management. Alors. C'est que je pense, hein, alors déjà, première chose, préambule, ceci n'est pas un cours. Et c'est encore moins un discours absolu. Je prétends absolument pas avoir la vérité finale sur ce sujet, surtout qu'en vrai, ça dépend énormément du contexte, ça dépend des gens, des managers, de la direction, du contexte, du projet, du service, de l'entreprise, de tout ça. Donc vraiment, prenez un max de distance par rapport à tout ce que je vais dire. J'ai mes convictions, je suis prêt à les porter, il n'y a pas de souci. Je suis surtout prêt à discuter, donc n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires, toutes vos interrogations, toutes vos critiques, tous les challenges. Il y a, voilà, c'est tribune ouverte, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais voilà, donc j'ai essayé d'être le plus transparent possible, à faire preuve aussi de plus possible d'humilité ou de pédagogie sur les points sur lesquels j'ai un petit peu je me sens un petit peu sûr. Voilà, en préambule. Donc oui, hein, le mieux c'est d'établir une sorte d'échange, de discussion, donc mettez un maximum de questions. J'essaierai de répondre. Je m'autorise aussi à ne pas répondre à certaines questions si je vois que j'ai pas de bonne réponse, si je comprends pas la situation ou le sujet évoqué, ou pour toute autre raison. Donc voilà, je m'autorise, désolé par avance. Et quoi d'autre? Et ben voilà.
en guise de préambule, en attendant qu'il y a des questions qui vous viennent, première chose, bah voilà, je vais me confier sur ce que je pense, moi, qu'est-ce que le management. On parle d'engineering management, on va voir que ça couvre beaucoup de choses et surtout, j'ai envie de management. Vraiment, je vais axer cet échange, cette discussion plus sur le côté humain, on va dire, de la chose, sachant que ça couvre en vrai plein d'autres choses. Bref, ma définition à moi du management, c'est euh, c'est mettre de l'huile dans le moteur. Voilà, si je devais résumer, c'est vraiment mettre de l'huile dans le moteur. Au départ, je vais prendre une entreprise, mais toutes les entreprises n'ont pas la même taille, des toutes petites entreprises, des entreprises qui se créent, des entreprises moyennes, plus moyennes, etc. Des entreprises de 500, 5000, 50 000 personnes. Donc, ouais, il y a des projets, des entreprises, des organisations. En tout cas, quand une organisation se crée, au départ, bah, il y a peu de monde, tout le monde tire assez facilement dans le même sens, avec normalement les mêmes valeurs, tout ça, tout ça. Et puis, il arrive un moment où quand tout se développe bien, bah, il y a de plus en plus de monde, donc de plus en plus d'interactions. J'imagine que vous avez tous en tête le schéma où on voit qu'entre deux personnes, il n'y a qu'une interaction. Entre deux personnes, non, entre trois personnes, ok, il y a trois traits, etc. Puis après, ça devient vraiment exponentiel. Donc, ça devient très, très vite très complexe. Et donc, le but du management dans tout ça, c'est vraiment de mettre de l'huile dans le moteur, faire que tout roule donc je vais être un peu plus précis, mais par exemple, c'est s'assurer que il y a une cohésion entre la vision de l'entreprise, ses valeurs, qui sont plus souvent incarnées ou voulues et drivées par la direction, entre la vision, les valeurs, les ambitions, avec les moyens qui sont mis en œuvre et leur utilisation. Donc là, typiquement, ça va être avec les collaborateurs, les employés, voir dans quelle mesure ils possèdent les bons moyens, les bons challenges, le bon contexte, et dans quelle mesure ils arrivent à les mettre en œuvre. Donc pour moi, voilà, une des premières missions par rapport au management, c'est entre tous ces trucs-là, entre les ressources qu'on peut mettre à disposition et la façon dont elles sont utilisées pour produire de la valeur pour l'entreprise, pour les utilisateurs, tout ça, tout ça. Donc vraiment garantir la cohésion. Deuxième truc que je place dans le management, il faut absolument que je sorte. Je vais me placer en mode plein chat, ce sera sûrement mieux. Voilà. Par contre, ouais, le chat il bouffe ma tête. Si je me déplace par là. Ah, attendez, bougez pas. Voilà, on va essayer de faire ça un peu plus comme ça. Deuxième chose, s'occuper des gens. On va dire que le premier, c'était un peu plus la vision représentante de l'organisation. Le deuxième point, on va dire que c'est en tout cas ce que moi j'y mets derrière le management, c'est s'occuper des gens. S'occuper des gens, ça signifie intervenir, alors directement, indirectement, activement ou plus en relais, plus en amont, plus en rôle méta, mais intervenir sur le recrutement, sur l'onboarding, au quotidien, faire en sorte que les gens grandissent, s'épanouissent, sont heureux après ça dépend des formes d'entreprise, mais en tout cas c'est comme ça que j'envisage le monde professionnel. Donc faire en sorte, en tant que manager, faire en sorte que les gens, que les équipes soient épanouies. Donc ça veut dire qu'il y a aussi tout un travail de formation, d'accompagnement, de sensibilisation sur certains sujets. Toujours dans la partie s'occuper des gens, il y a la partie accompagner, il y a un accompagnement de la carrière. Il faut à tout moment être en capacité pour conserver les gens motivés et impliqués par rapport à un projet, par rapport à une entreprise. Il faut sans arrêt leur fournir des perspectives qui en plus qui sont possibles par rapport à l'entreprise et qui vont dans le sens de l'employé. Et finalement, dernier point sur la partie s'occuper des gens, il y a le côté gérer les situations exceptionnelles à plusieurs titres, soit parce qu'il se crée un conflit, soit parce que la personne est en difficulté pour X ou Y raison, soit parce qu'il y a des projets de vie qui deviennent compliqués. Quelqu'un qui souhaite s'expatrier ou déménager, dans quelle mesure ce projet reste cohérent ou possible par rapport à ce que propose l'entreprise. Voilà, il faut gérer ces situations exceptionnelles où deux employés, par exemple, qui sont en conflit ou qui ne s'entendent pas ou qui n'arrivent pas à bien travailler ensemble, ou une personne par rapport à une équipe, etc. Pour moi, dans le management, il y a toute cette partie-là, dans la partie s'occuper des gens. Et entre les deux,
les deux sortes de product market fit. Le management, ça va être vraiment le porte-voix, ce que j'appelle le porte-voix de l'entreprise, au sens, il doit connaître, il doit fixer, le management doit, alors là je dis management, hein, ça peut être un ou plusieurs managers, mais je vais parler de management, doit pouvoir fixer, connaître, communiquer et contrôler les règles. Dit comme ça, c'est peut-être un petit peu abrupt, mais il faut des règles. Après, encore une fois, c'est mes convictions perso, hein, je les partage comme je les pense. N'hésitez pas à me contredire. Et parce que je pense que s'il n'y a pas de règles, on peut pas, déjà, on peut pas tirer dans le même sens. Ça devient plus compliqué. Pas de règles, il n'y a pas de justice. Et ça, c'est mon parti pris, hein. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bienveillance qui est possible. Comme je dis très souvent, désolé pour ceux qui connaissent déjà ce truc, mais moi je cherche à être bienveillant, mais je peux pas être juste bienveillant. Pour être bienveillant, j'ai besoin d'être juste. C'est ça le truc. C'est que la bienveillance, elle vient avec le fait que tout le monde est logé à la même enseigne, traité de la même façon. Et pour ça, ça nécessite d'avoir vraiment ce sentiment de justice. Et la justice, ça passe par des règles qui sont connues et maîtrisées et acceptées de tous et appliquées par tous. On peut avoir, là je relie fortement justice et bienveillance, mais on peut aussi avoir, on peut avoir de la justice et pas forcément de la bienveillance. On peut avoir des règles qui sont claires, qui sont acceptées de tous, et du coup, mais qui finalement sont des règles tellement dures qu'elles engendrent un contexte qui est pas aussi bienveillant. C'est possible, mais du moment que tout le monde est ok, bah ça passe. Donc on n'est pas obligé d'être juste pour être bienveillant, et je pense qu'on n'est pas obligé. Attendez, je suis en train de m'embourber là. Si, on est obligé d'être juste pour être bienveillant, mais on peut être juste et pas bienveillant. Voilà. Bref, il y a je mets au moins ces 3 grands paquets dans la partie management. Après, comme je disais en introduction, le management, ça dépend vraiment de chaque contexte, chaque entreprise, chaque projet, chaque personne. Et dedans, on va pouvoir, dans certains projets, certains services, au management, on rajoute toute la partie gestion de projet. Pour d'autres organisations, on va y rajouter toute la partie gestion de produits, etc. Pour d'autres, on va aussi y rajouter la partie organisation. Le management va s'occuper de l'organisation, tout ça. C'est des choses, des définitions ou des tâches que j'accepte volontiers dans le management. Mais là, j'ai envie de me concentrer plus sur la partie humaine. Ah, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Sachant qu'il y a tellement de choses à dire sur le management. J'ai prévu une petite bibliographie. Juste trois ouvrages que je vais évoquer là tout de suite. Avant d'évoquer ça, pour vous donner les questions auxquelles j'ai réfléchi, hein, c'est quelle différence entre lead dev et manager? À partir de quand peut-on être manager? Quel niveau technique? Quel salaire? Je pense que cette question peut intéresser des gens. Voilà. En termes de bibliographie, comme ça, ce sera fait. Je recommande 3 livres. J'en ai lu 2, mais pas le troisième. Mais le troisième, je sais qu'il est extrêmement évoqué. Donc le premier livre, c'est The Manager's Path de Camille Fournier, qui était CTO d'une boîte qui s'appelle Rent quelque chose, et qui était notamment, je crois qu'elle était PE de chez Goldman Sachs, et son bouquin est très très largement cité quand il s'agit de management, notamment du côté des devs et compagnie. Voilà. Deuxième livre que je recommande, là aussi je l'ai lu, Radical Candor de Kim Scott, qui a été manageuse, formatrice de managers chez pas mal de grandes boîtes. De mémoire, je crois qu'il y avait du Twitter, du Google et d'autres belles boîtes dans le lot. Voilà, de ce que je retiens de ce livre-là, c'est vraiment 2 choses. Il faut s'intéresser véritablement aux gens. Vraiment, hein, c'est quand on pose la question est-ce que ça va, bah c'est pas juste un ça va existentiel pour reconnaître la présence de l'autre, mais c'est vraiment un ça va au sens où on s'intéresse vraiment à la vie de l'autre, on s'en rappelle, on est capable de faire preuve d'empathie
véritable. Et c'est ça qui est pas toujours facile dans cette approche-là, c'est il faut pas savoir passer de quelqu'un qui voit ses enfants malades à quelqu'un dont le fils vient de réussir son permis de conduire. Faut arriver à adapter ses émotions. Bref, il y a un premier axe qui est de intéressez-vous vraiment à la vie des gens. Faites l'effort de vous souvenir des informations, tout ça. Deuxième axe qu'elle met en avant, par contre, au moindre truc, soyez franc. Alors, il y a plusieurs façons d'être franc, mais quand vous voyez, en gros, c'est tout ce qui touche autour du feedback. Quand la personne fait des choses bien, bah, dites publiquement ce qu'elle a fait de bien, si possible sur le moment ou pas très, très loin. Et en cas de problème, des tics de langage, une braguette ouverte, un bout de salade dans les dents, je suis désolé, hein, mais c'est des vrais exemples en plus du bouquin. Et je les mets en œuvre et je mets en pratique et j'ai vu que j'ai toujours considéré que ça marchait bien. N'hésitez pas à le dire. Alors par contre, dites-le pas devant tout le monde, prenez la personne à part, chuchotez-lui à l'oreille, faites-lui un signe. En gros, les louanges en public, les faux en privé. On lave pas son linge sale en famille. Mais par contre, il faut se dire les choses. Si on se dit pas les choses, notamment la braguette ouverte, par exemple, c'est tout con hein, comme test, mais si personne dit à la personne que j'ai la braguette ouverte, si personne me dit que j'ai la braguette ouverte, et bah je vais rester comme ça, comme un con, et le moment où je m'en rendrai, je me dirai putain, ça fait 2 heures que je parlais debout avec les gens, ils ont dû me prendre pour un débile, etc. Et en même temps, personne me l'a dit. Donc, c'était compliqué alors qu'il suffit de le dire, et puis voilà, ça passe. Hein. Au contraire, les gens qui font ce type de feedback qui peut être dur sur le moment, au final, on éprouve beaucoup de reconnaissance envers elles. Voilà, et le troisième livre qui est conseillé, il faut absolument que je le lise, c'est Turn the Ship Around, qui est un ouvrage rédigé par un ancien capitaine de navire qui commandait un sous-marin. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on m'a dit sur ce truc-là dans le 4ème de couverture? Oui, bah, il explique comment est-ce qu'il a, en donnant de l'autonomie à son équipe, il a obtenu des meilleurs résultats, une meilleure adéquation, non, pas un meilleur esprit d'équipe au sein extrêmement compliqué, un sous-marin. Vous êtes immergé pendant 4 à 6 mois avec tout le temps les mêmes personnes, etc. Donc il faut trouver des astuces en termes de management, on est vraiment dans les niveaux les plus extrêmes. Il faut trouver les bonnes ficelles pour faire émerger vraiment une osmose, sachant qu'au moindre pépin, c'est fini. Voilà. En management, c'est étrange, mais les frais sont souvent évoqués entre sous-traitants. Perso, on a une carte pro pour les frais, et on a du coup de notes de frais à faire, et ceux qui sont remboursés 2 mois après ont souvent plus de turnover. Attends, j'essaie de me placer dans ton contexte. Après, il faut bien dissocier ce qui est du management de l'administratif. Là, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de l'administratif que ça se passe. Perso, on a une carte pro pour les frais, on n'a pas du coup de notes de frais à faire. Je suis désolé, j'arrive pas trop à saisir. Hôtel, avion. Ouais, mais ouais, bah ça, typiquement, ça fait partie. Alors à mon sens, ça fait partie de l'administratif. Mais quand je débarque dans un contexte, ça fait partie des choses que j'aime voir mettre en œuvre. Et même si c'est pas à moi de les porter en tant que manager. Après, là aussi, il y a différents grades de manager. Tu peux être tech lead, manager, véritablement engineering manager, senior manager, il y a quoi d'autre? Director of engineering, etc. Mais en tout cas, quel soit quand j'arrive, quand je débarque et que je vois ce genre de choses, j'hésite pas à remonter le problème. Ça fait typiquement partie des règles qui sont pas suffisamment claires et qui peuvent poser des problèmes. Je dis pas que chez Pix c'est parfait, hein. Il y a plein de trucs qu'on doit structurer, mais le rôle du manager, ça va vraiment de faire en sorte que tout ça tourne. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que les règles elles soient existantes, qu'elles soient partagées, qu'elles soient connues, qu'elles soient appliquées et contrôlées. Effectivement, si tu as 2 poids 2 mesures pour les gens, ça va être compliqué ça peut créer des tensions futiles. Le mieux, c'est d'avoir des règles simples, tout ça. Est-ce que tout le monde peut devenir manager? Ouh, excellente question de monsieur Sad. Est-ce que tout le monde peut devenir manager? Une part idéaliste voudrait dire oui. Une autre part
pense que non, mais je crois surtout que tout le monde n'a pas envie de devenir manager. Et je pense à certains profils qui sont... Ouais, si, j'ai aussi plusieurs choses à dire dessus. Je pense à des profils qui sont qui s'épanouissent vraiment dans la technique, qui sont très bons là-dedans. Et bah, je pense que c'est pas une bonne chose de forcer à les mettre en tant que manager. Ça peut faire la blague pendant un petit temps, mais le risque véritable, à mon sens, c'est de les voir, c'est de les frustrer, c'est de les démotiver aussi. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que quelqu'un qui est extrêmement bon dans son domaine de prédilection, potentiellement, tu le fous sur un domaine qu'il n'apprécie pas, mais surtout dans lequel il va pas être aussi bon. Et ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. Chez Pix, notamment, je pense à plusieurs profils, et un en particulier. Euh, Techniquement, c'est une brute comme j'ai rarement vu, comme je n'ai jamais vu d'ailleurs. Et jamais de la vie, je l'aurais mis à faire du management ou du leadership d'équipe. Ça aurait été, non, ça aurait été gâché, je pense. Je préfère le mettre sur des choses qui lui permettent de s'épanouir, sur lesquelles il apporte de la valeur en continu tout le temps. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait, et je pense que c'était la bonne chose. Après, il y a des gens qui ont besoin d'être poussés, ou en tout cas qui ont besoin d'essayer. Je pense aussi à une autre personne chez Pix. Il se trouve que c'est peut-être pas forcément qu'avec du recul, au bout de 6 mois, on se rend compte que c'est pas forcément le poste idéal pour cette personne. Mais au moins, elle a essayé, on l'a accompagné. Donc voilà, vraiment, on fait cet effort, on l'accompagne, on lui donne un maximum de clés, et si on voit que ça marche pas, c'est pas grave, on trouve d'autres pistes. Là aussi, il faut être créatif. Il faut accepter que tout le monde ne soit pas prêt. Après, tu as des gens qui ont tout ce qu'il faut, mais qui sont pas prêts. Voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde peut devenir manager? Non, je pense pas. C'est comme, est-ce que tout le monde peut devenir dev? Je pense pas non plus. Mais après, pour peu qu'on a vraiment envie, qu'on se donne des moyens, on peut faire des choses. Mais il faut vraiment avoir envie, il faut vraiment se donner les moyens. Si, encore un truc dessus. Ce qu'on voit souvent aussi, alors là, quand je dis souvent, c'est par rapport à ce que j'ai pu constater en cabinet de conseil, où j'en étudie pas mal, j'étais dans plusieurs cabinets de conseil aussi. C'est un peu souvent les mêmes carrières passes qui sont proposées, avec une track plus tech et une track vraiment encadrement, management. Dans les deux cas, il y a, à mon sens, une composante qui est à peu près la même, qui est que plus une personne va gagner en seniorité, quelle que soit la track qu'elle va choisir, on va attendre qu'elle ait un impact toujours plus grand en termes de nombre de personnes, en termes de services, etc. Et ça, quelle que soit la track, que ce soit sur du management ou du dev, on va attendre à ce que la personne, elle puisse faire grandir les autres, elle puisse animer une équipe, etc. Dans les deux cas, avec la seniorité, on va attendre des gens qui soient en capacité de faire, d'agir et d'avoir un impact positif sur de plus en plus de monde, ou sur des choses de plus en plus compliquées. Là aussi, quelqu'un, un expert, que ce soit en management, enfin pas en management du coup, mais si, même un manager très expert sur quelque chose de très pointu, on n'est pas obligé de lui coller 10 personnes, on peut le faire manager que 2-3 personnes, mais si c'est sur un projet très critique, extrêmement pointu, là aussi, ça peut être une façon de considérer les choses. Donc voilà, le montant a avancé, peut-être des centaines d'euros, voire milliers, mais je parlais sous-traitant dans le sens où on n'a pas autant de hiérarchie. Ouais, mais là aussi, tout ça pour moi c'est vraiment de l'administratif, et il faut que ces règles elles existent. Enfin, je dis il faut, hein, ça paraît un peu prétentieux comme ça. Dans l'idéal, il faudrait que ces règles elles existent, et quand elles sont là, ça fait un bien fou. Quand elles sont pas là, rapidement, ça crée quoi? Ça crée de l'inertie, ça crée des tensions, c'est dommage, voilà. Et il faut de l'huile. Est-ce que le manager c'est une fonction support? Je sais pas. C'est une question que je me pose de vrai. Est-ce que c'est une fonction support? Je dirais un petit peu, mais pas tant que ça. Mais je pense à l'administration, toute la partie DAF ou DRH. Là aussi, il faut que ce soit au taquet. Là aussi, c'est des fonctions au sein d'une entreprise, ou les opérations, qui mettent de l'huile dans les rouages, et qui sont critiques, d'autant plus quand la boîte se développe. Une question de Daviani. Ne penses-tu pas que pour devenir manager, doit avoir avant tout envie de
envie de le devenir. Bah, c'est ce que j'ai dit, ouais, ouais, si, il faut, bah, ça fait partie du truc, hein. C'est ce que j'ai dit, je vais pas revenir dessus, mais ouais, c'est la base, hein, surtout que les problèmes, c'est pas les mêmes. Bah, on peut parler du quotidien de manager, notamment engineering manager, plus au niveau de la tech. Quand je dis tech, on va mettre aussi dedans les gens autour du produit, même voir les UX, UI, pourquoi pas. Euh, et le quotidien, c'est quoi? Eh bah, c'est la fin du code. Donc pour les managers issus du code, ouais, faut. Alors c'est plus ou moins, tout ou partie, ça dépendra du type de poste, du temps, et cetera. Ça dépendra aussi du nombre de personnes que tu peux encadrer. À titre perso, je sais que je peux bien avoir très bien managé 6 personnes. Dans les faits, il m'est arrivé, notamment ces dernières mois et années, en vrai, de manager plus de monde, mais j'ai senti que c'était beaucoup plus compliqué. Si on revient à Radical Condor ou à Manager Pass, il faut que véritablement c'est managé. Et c'est dur de retenir toutes les informations, notamment personnelles, dans la mesure de ce que les gens se confient, hein. Mais c'est extrêmement dur de se rappeler de toutes les informations. Enfin, ça fait chaque personne, c'est un niveau de context switching en plus. Donc moi, je me sens vraiment à l'aise et je sais que j'arrive à avoir une relation qui est vraiment intéressante et épanouissante dès lors que j'ai 6 personnes encadrées. Et au-delà, ça devient plus compliqué et voilà. Donc il y a toute cette partie-là en tant que manager. Ouais, j'ai toujours évolué dans des contextes agiles, et pour le coup vraiment agiles. Et dans les choses que j'ai toujours vu appliquer, et du coup que j'ai toujours appliqué, c'est les O3, les one-on-one. Donc ce sont des moments d'échange. Désolé, hein, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. C'est pas, j'ai prévu une trame, mais c'est bien qu'on s'en éloigne aussi. Et donc, dans les pratiques, les one-on-one, c'est critique. Et là, pour le coup, à chaque fois qu'on l'a fait, c'était compliqué. Le lien, il vient avec les temps d'échange, il vient avec le nombre de fois où on se rend compte que ce soit la machine à café, que ce soit dans des temps dédiés, etc. Et potentiellement, on peut avoir envie de traiter un sujet opérationnel ou juste en faire 2 points et se voir 2 fois dans la semaine ou 2 fois dans l'itération. Mais vraiment, pour moi, c'est la pratique la plus fondamentale en termes de management, c'est des one-one. De même que dans le code, l'article fondamental, est-ce que ça va être les tests ou l'automatisation? Allez, disons, mais non, mais disons les tests, ça tire tout le reste. Donc dans le code, ça va être les tests qui sont ma pratique fondamentale. Au niveau du management, ça va être les one-on-one. Il y a d'autres pratiques qui sont critiques à mettre en œuvre, à mettre en place. C'est, je pense notamment aux objectifs. Euh, Sans forcément avoir des objectifs ultra précis. Là aussi, sur la mise en place et le suivi des objectifs, c'est extrêmement compliqué. Ça varie énormément. Ça peut varier. Moi, je me permets de le faire varier d'une personne à l'autre. Et vraiment, hein, il y a des gens qui ont besoin d'avoir juste une vague idée de où est-ce les mener et qui ont besoin d'être accompagnés par rapport à ça, qui ont là aussi être accompagnés, c'est-à-dire ils ont besoin juste d'être écoutés de temps en temps. On leur dit, ah, au fait, je me rappelle que toi, tu voulais aller plutôt dans cette direction-là. Et ça suffit à les motiver et à les faire se sentir bien. Et il y a d'autres personnes qui, au contraire, vont avoir besoin de fixer plein d'objectifs vraiment hyper concrets. Exemple, rédiger 3 articles dans l'année, par exemple. Ou ça va être quoi? Faire 2 confs sur l'année. Donc ça dépend vraiment des gens. Ce que j'ai pu constater avec le temps, c'est qu'en général, plus je me retrouve face à quelqu'un d'un profil senior, et moins il y a besoin de poser des critères hyper stricts, etc. C'est-à-dire quand je pose des critères, dans ma façon de faire à moi, encore une fois, c'est que la mienne, hein, que ce soit Pix, Octo ou ailleurs, je me sers les fois où je pose des objets, où on pose ensemble des objets extrêmement précis. Pour moi, c'est comme des stories, c'est-à-dire que je suis capable de les modifier et je suis capable de dire, ok, t'as écrit qu'un article sur les 3, mais t'as fait une conf alors que c'était pas prévu, etc. On s'en fout. Là, l'objectif des objectifs, justement, c'est de faire en sorte que la personne, elle se pousse un petit peu, qu'elle se dépasse, qu'elle ait envie aussi de se dépasser et que le tout soit visible. Les objectifs, je m'en sers comme pour évaluer, ouais, la performance
ou de la progression de la personne au cours de l'année, mais je m'en sers aussi et surtout pour donner des perspectives. C'est le plus important, c'est de donner des perspectives. Et même pour moi, en tant que manager ou manager de manager, ça me permet de savoir quels moyens je dois mettre à disposition des gens pour accompagner vers leurs aspirations. Voilà, donc il y a quoi dans les pratiques? Il y a donc les one-one, les objectifs. Quoi d'autre? La revue d'objectifs, au moins, on le fait au moins 2 fois dans l'année. Imaginons que les objectifs, on les fixe en début d'année. Bah voilà, dès le début, j'essaie de planifier un point à mener pour faire vraiment un point. C'est un point hors O3, c'est un point dédié qui va durer autour d'une heure, je pense, entre une heure et demie, dédié aux objectifs. Et voilà, au moins on s'est posé dans l'agenda et puis il n'y a plus qu'à le suivre et ça marche bien comme ça. Est-ce que j'ai d'autres choses? Pour ceux qui me connaissent, en termes de management, je sais plus si j'ai d'autres pratiques. N'hésitez pas à dire aussi si vous avez des pratiques de management par rapport enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ok, on va poursuivre donc toujours sur le devenir manager. À partir de quand on peut être manager? C'est une des questions que j'ai envie de répondre. Est-ce que je m'en suis rendu compte? Je crois que je m'en suis pas rendu compte le jour où ça m'est arrivé. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai eu un titre officiel, mais je crois que je faisais déjà du management avant. Dans mon parcours, j'ai été développeur, puis tech lead team leader à la SGIB, tech lead sur différents projets, et puis ensuite j'ai directement pris le lead de la tribu WebF chez Octo, donc directement j'ai eu à encadrer 6 personnes. Là, j'ai eu le titre officiel quelque part, manager de manager, mais en vrai, avant cela, je faisais déjà pas mal de tech leading sur les différents projets sur lesquels je suis passé, et c'est au bout de 3 ans où j'ai obtenu des responsabilités de tech lead, sachant que j'avais été bien chapeauté au début dans mes premières missions. Vraiment, j'étais entouré de gens qui avaient l'habitude de faire, enfin, qui étaient très bons en agile et en management. Et du coup, ils m'ont inculqué des réflexes, des automatismes que j'ai appliqués bêtes et méchants assez rapidement. Donc, je pense que c'est au bout de 3 ans où j'ai commencé à me comporter ou à me projeter dans une posture de management. C'est un peu l'ordre de la posture. Et au bout de 3 ans, je dirais, voilà. Donc pour ceux qui ont envie, c'est pour donner, après tout le monde, pour donner voilà, aussi une perspective. Mais vraiment, ça doit être, il faut adapter ce type de parcours à chacun. Ah ouais, j'ai commencé à évoquer les difficultés ou les problématiques quand on dev. La problématique, c'est de résoudre le bug, c'est de faire passer la feature. C'est assez binaire au final. Après, on peut être plus ou moins tatillon, que ce soit sur les tests, le design, l'expérience utilisateur, l'accessibilité, la perf, la sécu, tout ça. Ça vient avec le temps. Mais au final, tout ça, c'est assez binaire. Ça marche ou ça marche pas. Même l'UX, hein, ça marche pas. C'est efficace ou c'est pratique ou pas, c'est visible ou pas. Quand on est manager, on est confronté à de l'humain ou de la systémique. Systémique au sens, on doit gérer les systèmes, on doit gérer des organisations, donc on doit gérer au-delà des humains les interactions entre les humains ou les interactions entre un humain et des règles d'une organisation. Donc c'est plus le même délire. C'est toujours, c'est quasiment jamais noir et blanc. Et ça, c'est particulier. C'est particulier, ça met une forme de pression. On a jamais l'assurance de savoir si ce qu'on fait c'est bien. À force, on connaît les ficelles. Il y a des choses qu'on fait, des actions qu'on met en œuvre, des choses qu'on dit, dont on sait qu'elles vont porter le fruit ou qu'elles ont de bonnes chances de porter leur fruit. Mais voilà, c'est des statistiques. On passe du monde binaire au monde de la statistique. Comment savoir si on est un bon manager? Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est le turnover. Ouais, je pense que c'est ça. Si les gens, il y a plein de façons. Est-ce qu'il y a une façon, je dirais, je pense au turnover pour la partie vraiment
métriques. J'aime bien me raccrocher comme tout bon informaticien. J'aime bien me raccrocher aux métriques. Et je pense que le turnover, c'est un peu la métrique la plus terrible. Et que si jamais on a du turnover vraiment élevé, au-delà de 15% à l'année, on va dire, je pense qu'on peut commencer à se poser des questions. Parce que même si ça nous est pas remonté ou reproché personnellement, le du manager qui disait, il a un rôle de mettre de l'huile dans les rouages, de faire émerger, changer, d'adapter les règles, de les faire connaître, etc. Et je pense qu'indirectement, ouais, ça doit jouer dans la façon d'assumer son rôle de manager. Donc il y a turnover, mais c'est pas le seul. S'il n'y a pas de turnover, ça ne veut pas forcément dire qu'on est un bon manager. Non, après, je dirais qu'il faut des feedbacks 360, des feedbacks de ses pairs à tout moment, etc. C'est une question que je pose pas assez, je pense, de savoir moi-même, hein, en tant que CTO, ou en tant que tech lead, puis CTO, etc. Ça m'arrive de temps en temps de poser, et pas assez, je suis désolé, de poser la question aux équipes, d'avoir quoi faire mieux. Enfin, ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je fais bien, et qu'est-ce que je peux faire mieux, alors en tant que CTO, en tant que manager, ou en tant que simple dev. Donc voilà, ça passe par du feedback. Est-ce que toi tu vois autre chose? Comment savoir un bon manager? Pas facile comme question, mais c'est une vraie question. Bah déjà se la poser, c'est déjà c'est déjà se permettre d'avoir un début de réponse. Si tu es un bon manager dans une mauvaise boîte, tu auras aussi du turnover. Ouais, bah c'est ce que je disais, hein. Même si tu arrives à motiver les gens, à un moment donné, si des règles elles sont pas claires, qu'elles sont pas bonnes ou pas en concordance avec les valeurs de la personne, bah ça va être dur de faire matcher le tout pendant très très longtemps. Et c'est pas grave. Là aussi, faut assumer. On gère de l'humain. euh, on gère de l'humain, c'est jamais simple. Et surtout, c'est très changeant. Ça peut très bien se passer avec une personne pendant X temps et finalement partir en vrille sans qu'on l'ait trop vu. Le but, c'est de voir les choses, mais on sait jamais. Ça reste de l'humain. C'est ça qui est passionnant. En vrai, c'est ça qui est cool. Et tout à l'heure, j'évoquais les problématiques qui sont plus binaires, mais à dire systémiques ou statistiques. Mais c'est un de trop bien quand on est manager, c'est de voir évoluer les gens. C'est de les voir s'épanouir, c'est de les voir prendre des responsabilités, c'est de les voir tenter des choses et réussir, mais tenter des choses et rater, faire machine arrière, enfin en tout cas les voir évoluer, au sens, ça peut être positif ou négatif, mais en tout cas les voir évoluer. Et ça c'est trop stylé, et on sait bien que 99% des efforts ça vient de la personne directement, mais on accepte volontiers de prendre les 1% de positif et de réussite pour nous. Et il faut, parce que sinon c'est compliqué quand même. Combien de temps restent les gens en moyenne? Je dirais que ça dépend des boîtes. Après, j'ai connu que des boîtes où le turnover il était bas, les gens ils s'épanouissaient. Euh, Puis après, ça dépend aussi de l'évolution. Chez Octo, je sais qu'on est parti de boîte, je suis arrivé, on était 130, je suis parti, on était 500 et quelques. En plus, racheté par Accenture. Et du coup, tu as beaucoup d'anciens qui ont estimé avoir fait leur temps, qui sont partis. Donc la courbe d'ancienneté, elle était enfin, elle baissait, ouais, elle baissait un peu radicalement sur les 2 ou 3 dernières années. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des règles par rapport à ça. Alors, en revanche, si je dois donner des chiffres, là aussi, pour me renseigner sur le sujet, en moyenne, c'est 60, c'est quoi? C'est 20%, autour de 20% de turnover. Donc voilà, une boîte à laisser quand elle a autour de 20% de turnover, on va dire, par an. Et là, je parle de ça, bah, que ce soit chez Octo ou pareil, j'ai des gens qui sont chez Capgemini pour donner une grosse boîte. Ils s'arrangent pour que ce soit autour de 20%. Et là, on peut dire que c'est dans une situation normale, saine. Après, l'idéal, j'imagine, surtout pour une petite boîte, c'est que les gens ils restent le plus longtemps possible parce que ça, il y a beaucoup de temps qui est fait. Et voilà, chaque personne qui part, bah, c'est un bout d'histoire de l'entreprise, du service, du projet qui s'en va. En tant que manager mentor, tu m'auras permis de bien grandir. Merci, Dave. C'est à mes yeux ce que j'attends d'un lead manager. Ah, une ancienneté de 5 ans environ alors.
Ouais, 5 ans, ouais, c'est ça. Après, ça dépend aussi, si je reviens au niveau de l'individu. Alors, ouais, je vais prendre mon cas à moi. Au départ, je bougeais tous les 2 ans et demi, 3 ans. Et là, je vois que ça fait deux expériences de 5 ans. Mais je pense que c'est pas mal. En plus, au départ, j'étais beaucoup dans des ESN. Là, depuis 5 ans, je suis sur un éditeur final au final. Enfin, sur Pix, ouais, on peut considérer que c'est un éditeur puisqu'on fournit du code, mais ça fait 5 ans. Et je pense que c'est bien 5 ans, ça permet de faire le tour des choses. Et je m'interdis pas de bouger prochainement. Ah, voilà, en moyenne, bien sûr. Là aussi, hein, je pense que quand on est jeune ou quand on est au début, ou quand on est jeune, quand on est jeune dans le métier, qu'on soit en reconversion ou pas, il faut pas hésiter à bouger au début. Et, mais il faut pas non plus bouger trop parce que ça permet, plus tu vas rester à un endroit et plus tu vas avoir l'opportunité normalement de creuser des sujets. Et c'est bien de pouvoir creuser des sujets. Donc je dirais 3 ans au début, et puis après 5 ouais, 5 à 8 ans après, ça devient une bonne moyenne. Euh, J'avais un autre sujet que je voulais aborder, lead dev versus manager. Là aussi, il n'y a pas de règle, mais j'ai un avis là-dessus. C'est une organisation grossit, ce qui fut le cas pour la tribu WebF, ou ce qui fut le cas chez Pix aussi. Notamment chez Pix, on a commencé à faire émerger des équipes produits. J'en ai touché un mot la semaine dernière. Et, chaque équipe, elle est organisée autour d'un PO qui va gérer plus la partie produit et d'un lead dev qui va gérer la partie opérationnelle, dans laquelle on va mettre plutôt deux choses, la partie technique, donc la vie technique, la revue technique, ce genre de choses, le design d'architecture et de code, et aussi la partie plutôt organisation, ambiance, méthodologie. Et ça, voilà, c'est plus ça au lead dev. Et ce qu'on s'est rendu compte sur Pix, c'est que voilà, on en vient à être 5, puis 6, puis 7 équipes, dont deux assez particulières, la team data, la team SRE. Et ça demande de plus en plus de synchro. Donc là, le temps pour les lead dev notamment, ça devenait très très vite compliqué. Entre l'opérationnel pur, faire des O3 projets, entre travailler, accompagner l'APO sur le produit, faire la synchro avec les équipes, faire la synchro avec le CTO aussi, etc. Et à mesure qu'on grandissait, à mesure aussi qu'on avait des internes, bah là aussi il faut proposer de plus en plus. C'est toujours la même chose, hein. J'ai sans cesse répété le même message, mais en tant que manager, on doit proposer des perspectives viables et qui conviennent à tout le monde. Et donc, malgré les O3 projets, tout ça, on a senti qu'il y avait un manque de suivi de carrière. C'est pourquoi on a mis en place depuis 6 mois maintenant un rôle, vraiment un rôle pour l'instant, de pur manager. Donc là, ça touche que, encore une fois, sur Pix, on a une bonne partie des gens, peut-être 2 tiers qui sont des consultants externes et un tiers qui sont des internes sur 40 personnes. Et à un moment donné, bah voilà, un tiers, ça fait combien? Ça doit faire, ouais, ça fait 12-13 internes, peut-être plus aujourd'hui. Et bah, il faut leur donner des perspectives de carrière. C'est là où on a ressenti, nous, les internes de Pix, un besoin de structurer tout ça. Et qu'on a commencé à monter un rôle de vraiment faire émerger un rôle, plutôt qu'un titre dans un premier temps, mais un rôle de manager, dont le but est d'accompagner, bah, de s'occuper des O3 hors équipe, hors rationnel, qui vont être plus centrés sur l'épanouissement au sein de l'entreprise plutôt qu'au sein de l'équipe, et s'intéresser vraiment au suivi de carrière. Dans le suivi de carrière, il y a notamment la partie évaluation de fin d'année, toujours un grand exercice, un grand moment, on aime ça. Et voilà, donc on a mis ça en place, et du coup, à titre perso, j'aime bien décorer les deux, sachant que entre les lead dev et les managers, sachant qu'un lead dev peut être manager, en tout cas sur Pix. C'est un truc qui marche bien. Alors je dis pas qu'il faudra reproduire ça dans toutes les boîtes et que ça va scaler à fond, mais pour l'instant, de ce qu'on en voit depuis 6 mois, ça marche plutôt bien. Et bah, notamment parce que au sein de nos équipes produits, une équipe c'est autour de 6 personnes, hein, 6 personnes, dont un PO et un lead dev, et ben, ça nous permet d'avoir des consultants qui prennent le poste de lead dev. Et donc là aussi, c'est intéressant en termes de dynamique d'une entreprise, c'est que on peut avoir
des consultants qui sont motivés, qui voient là aussi des perspectives. Attention, on ne fait pas du management de consultants de la même façon qu'on fait du management interne. C'est interdit par la loi. Chacun doit être managé par sa hiérarchie au sein de son entreprise. Mais en tout cas, moi, à titre perso, je fais toujours très attention à la motivation des équipes et j'essaie un maximum de considérer les gens comme s'ils étaient en interne, comme des membres à part entière des équipes d'entreprise. Et donc, ce qui est intéressant, bah voilà, c'est qu'on peut avoir des excellents consultants et qui trouvent leur place et qui sont contents et qui continuent de s'épanouir et d'apprendre des choses en tant que lead dev. Et à côté de ça, on a aussi des gens en interne qui vont assurer le management des personnes, des personnes, sachant qu'on a fixé comme règle qu'un manager, il peut manager des gens de son équipe ou des gens en dehors de l'équipe. Donc là aussi, on a mis un maximum de flexibilité dans un premier temps, et ça marche bien. Et ça permet de... Et c'est intéressant à plus d'un titre. Donc voilà, cette dualité entre, en tout cas chez Pix, hein, cette dualité entre lead dev et manager, ça permet à tout à chacun de s'épanouir au sein de son équipe, qu'il soit consultant ou interne. Ça permet à des gens qui sont en interne de monter sur ce type de domaine, sur ce type d'activité, le management. Ça permet de créer, de tisser des liens aussi en interne qui sont... c'est important d'avoir des liens pour ceux qui ont fait l'effort, qui ont passé le pas, qui ont décidé de passer interne. C'est toujours intéressant d'avoir ce petit supplément de relation avec les qui partagent le même contrat, quoi. Donc là aussi, je trouve ça cool. En plus, il y a des questions un petit peu secrètes. Oui, forcément, hein, c'est que ce soit au niveau du salaire, des pourcentages d'augmentation, de là. C'est pas facile de parler à l'extérieur, donc tout ça, c'est plutôt, ça marche bien. J'aime bien cette dualité, et surtout si d'aventure ça se passe mal pour une personne au sein d'une équipe, si jamais son manager il est en dehors de l'équipe, ça fait vraiment une soupape, vraiment un sas de décompression, en tout cas un sas de confiance qui permet d'agir. J'ai déjà vu notamment du temps d'octo où d'avoir des personnes, le manager est au sein de la mission. Et du coup, si ça se passe mal sur la mission, on sait que ça se passera mal avec le manager en dehors, et là, ça devient compliqué. Donc j'aime bien avoir cette espèce de dualité et complémentarité entre les deux. Je pose des questions car moi, c'est un peu exceptionnel. Le premier boulot et 19 ans d'ancienneté. Mais quand tu dis que tu es devenu manager sans t'en rendre compte, en fait, je me dis que c'est aussi mon cas pour 3 personnes. Bah ouais, quelque part, c'est plutôt... je trouve ça sain. Ça montre une forme de continuité et c'est cool. Tant mieux si les gens s'épanouissent, hein. Mais c'est bien aussi d'avoir le titre. Sinon, t'es tout le temps en train de te dire merde, ça se trouve, je serais pas bon le jour où j'aurai le titre. Voilà, c'est pas syndrome d'imposteur, mais toujours des doutes. Et c'est bien de douter, mais c'est aussi bien d'avoir quelques certitudes. Il est quelle heure? Ah, il est déjà 25, waouh. Ouais, si, c'est bon, ok. On va passer encore un petit peu de temps. Allez, je vais me permettre de m'auto-poser 2 autres questions. Quel niveau technique? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un vrai niveau technique pour être un bon manager? C'est la question qu'on m'a déjà posée, qui est déjà revenue. Je pense qu'il faut avoir un minimum de crédibilité technique. Alors là aussi, il y a plusieurs styles de management et de manager. Je vais me placer du point de vue du manager. Certains vont avoir besoin de trouver un mentor, d'autres vont avoir besoin de trouver un relais administratif qui leur fout la paix, ou qui leur permet une sorte de conseil fiscal, mais du management, quelqu'un qui connaît bien les règles et qui est capable d'en jouer pour que le manager ait la tranquillité. Il va y avoir quoi? Il va y avoir le manager qui souhaite un manager porte-voix, une sorte de vitrine, qui va s'attendre à ce que son manager qui sera en capacité, qui aura envie de faire pas mal de choses, mais comme il fait plein de choses, il n'a pas forcément le temps et les moyens ou l'envie ou les ressources de faire valoir tout ça, de faire beaucoup de com, et qui va attendre d'un manager qui fasse office de... pas d'agent d'agent de communication quelque part. Là aussi, ça dépend des contextes, ça dépend des boîtes et des personnes. Mais voilà,
mon tour de management, il y a des managers, enfin, il y a des managers qui vont attendre d'avoir un manager qui les drive précisément, d'autres qui vont avoir envie qu'on leur foute la paix, voilà, qui vont avoir besoin pour bien s'épanouir d'un maximum d'autonomie, de tranquillité, tout ça. Ouais, plein de styles de managers différents. Euh, et donc, dans ça, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un vrai niveau technique? Bah, je pense que dans la tech, reste un domaine assez complexe, hein, malgré tout, il faut avoir un minimum de crédibilité. Alors attention, je dis pas que quelqu'un qui a zéro, qui a juste un vernis technique ne pourra jamais être un bon manager, mais en tout cas, tel que j'ai ressenti, j'ai toujours été rassuré et satisfait de voir que enfin, de sentir que je pouvais techniquement. Mais moi, en tant que manager, ça me conférait une forme de confiance qui pouvait être rassurante, je pense, du point de vue manager, et c'est important pour un manager de rassurer les gens qu'il a avec lui. Voilà, donc ouais, quand même, il faut avoir au moins un très gros vernis technique. Et après, c'est d'aventure, on a quelques expertises, tant mieux. Est-ce que c'est celle du manager? Bah, ça dépendra. Il y a des managers qui vont aimer un manager mentor, donc qui partagent une même expertise pour progresser, pour avoir l'assurance d'être compris quand ils s'expriment. Et d'autres qui ont peut-être pas besoin de partager la même expertise, mais de partager le même vécu ou les mêmes problématiques, ça peut suffire. Allez, dernière question, et puis on pourra s'arrêter là, sauf si vous en avez d'autres. Les salaires. Ah, les salaires. Alors, pour un manager, j'ai trouvé, mais j'avais déjà les chiffres en tête, pour ça que je suis pas surpris. J'ai confirmé sur Glassdoor et sur talent.com en France. Le salaire médian pour un engineering manager, c'est de 70K. Donc, j'ai deux liens à vous proposer, un et deux. Je vais partager l'écran, bougez pas. Hop là. Allez, viens là, Twitch. De jeu. C'est une bonne situation, ça, manager. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est avant tout des rencontres. Tout ça, tout ça. Bref. Est-ce que c'est. Honnêtement. Ouais, mais si, mais c'est grisant. Manager, putain, c'est grisant en vrai. Quand tu y arrives, c'est. Ouais, c'est fantastique. Mais. Ouais, je sais pas, je préfère avoir à la tête empreinte de code parce que je sais que je vais y trouver une solution. Techniquement, on s'en sort toujours, c'est ce que j'ai toujours appris et voilà. Euh, mais voir les gens grandir, c'est formidable. Voir les gens s'épanouir, voir tout ce qu'ils font, c'est trop bien. Tu prends du kiff par procuration. Et en vrai, quand tu gères une équipe, je sais pas, de 10, enfin ouais, de 6, 10 personnes, et que ça marche bien, et bah les 6 ils vont en faire en un temps X, parce que toi t'aurais même pas été capable de faire en un sixième de leur temps. Enfin voilà, seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin. Ça c'est mon credo. Donc est-ce que c'est une bonne situation? Ouais, c'est une bonne situation. Dans tous les cas, au niveau du salaire. Oh non, bah c'est ça. Tout à l'heure, ah d'accord, il faut partager des trucs. Bref, vous voyez les chiffres. Sur Glassdoor, pour un engineering manager français, le salaire, là c'est moyen. Non, ouais, là c'est le moyen. Mais sinon, le salaire médian, c'est plutôt autour de 70. Donc voilà pour Glassdoor. Et l'autre, c'était talent.com. Et là, on parle de manager, ouais, de quelqu'un qui va manager entre 3 et 6 personnes, je dirais. Qui sera pas forcément, qui sera pas forcément sur des problématiques hyper stratégiques. Ça, c'est pour des situations, pour des gens, voilà, où il y a déjà du management qui est en place, où il y a déjà une structure du management qui est déjà en place, je pense. C'est comme ça que je lis cette grille-là. Combien un engineering manager gagne-t-il en France? Voilà pour un engineering manager. Après, les plus expérimentés, jusqu'à 124 800 ici. Si on cherche direct, c'est quoi? C'est Director of Engineering. Bah, je crois que ça tape encore plus haut, etc., etc.
Mais en gros, quand on commence à avoir de la bouteille, on peut espérer, ça dépend là aussi des boîtes, du contexte, du parcours, on peut espérer aller jusqu'à 150K pour un VPE, Head of Engineering ou Engineering Director. Voilà les grands chiffres que j'ai pu trouver. Après, vous connaissez, en France, c'est compliqué d'avoir des chiffres sur les salaires, mais c'est pour vous donner une petite idée. Ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une fois, j'ai fait que effleurer le sujet du management. Dans la pratique, ça se règle au cas par cas. Voilà. N'hésitez pas à m'apostropher sur Twitter n'importe où pour en discuter. Je serais ravi de discuter et pas de donner encore une fois, c'est un échange. J'ai pas la vérité. Ça dépend des gens. Là, je vous ai présenté ma vision. Ça se trouve d'une boîte à une autre, d'une personne à une autre, c'est pas la même. Et c'est très bien comme ça. Alors, ben voilà, je propose de s'arrêter ici. J'espère que le sujet, j'espère avoir bien traité le sujet. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'était un sujet qui était compliqué. J'espère l'avoir pas trop mal traité. N'hésitez pas à me poser d'autres questions sur Twitter, tout ça. Merci d'être jusqu'au bout. Merci pour les questions. Super intéressant parce que les questions étaient bonnes et que l'audience était excellente. C'est pour ça. Voilà. Vu que je suis tout seul cette semaine, il est possible que je refasse un live jeudi, mais là pour le coup ce sera du code. Compliqué mais intéressant. Ah merde, désolé Daviani. Donc voilà, je disais, il y a moyen, vu que je suis tout seul cette semaine, si j'arrive à coucher les filles rapidement jeudi, il y a moyen que je fasse un live jeudi. Et cette fois-ci, j'aimerais bien faire un petit peu de code. Ça commence à me manquer le code, hein. Je vois que je sais que ces formats, les gens ils apprécient, mais le code ça commence à me manquer. Ou au moins présenter une archi. Donc voilà, il n'y a pas de certitude, mais peut-être jeudi un prochain live. D'ici là, je vous souhaite vraiment le meilleur. Au pire, ce sera la semaine prochaine. Et puis voilà, bonne soirée tout le monde. Allez, gros bisous. Salut, ciao.